le voyez, c'est live. C'est tout bon? Nouvelle session consacrée toujours à la transition environnementale et sociétale. Et pour rentrer dans le vif du sujet, et notamment au niveau de, je dirais plutôt des structures macro, comme les grands comptes, comme les laboratoires de recherche ou les collectivités locales, on vous propose une session de présentation, déjà d'illustration un petit peu de ces stratégies de transformation avec différentes structures. Et on se permettra d'avoir un petit temps d'échange avec vous en direct, sinon je ferai l'animateur comme il se doit. Et comme je vous le disais au préambule, Michèle Saban n'a pas pu se libérer et être parmi nous pour des raisons de santé, mais elle a tenu malgré tout à transmettre son message. Donc, dans un premier temps, je vais passer la vidéo de Michèle avant de donner la main aux différents intervenants qui vont aborder la question au niveau des grands comptes chez SPI notamment, et puis au niveau du laboratoire du CEA. Et c'est parti avec Michèle. Bonjour, tout d'abord je voudrais m'excuser de ne pas être des vôtres aujourd'hui, mais plusieurs raisons m'obligent à rester un peu sur la capitale, on va dire. Mais je suis très honorée que vous soyez adressé au R20 pour pouvoir un peu apporter à votre débat, la prise de conscience que nous devons avoir les uns et les autres, un fait important qui est quand même l'action des territoires dans tout ce que l'on peut faire aujourd'hui en matière de changement climatique, en matière d'innovation, en matière de futur. Donc je suis très contente de pouvoir vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le R20. Le R20, lors de la COP 19 à Copenhague, je présidais l'Assemblée des régions d'Europe qui avait été créée par Edgar Faure à l'époque pour améliorer les relations entre les régions. Déjà à l'époque, en 1986, le rôle des régions, la place des régions était un enjeu important, notamment en direction des jeunes, pour faire connaître un peu leur pays au travers des régions. J'ai proposé au gouverneur de Californie de faire la même démarche, mais au niveau mondial. Et c'est comme ça que nous avons créé le R20, Region 20 for Climate. Et au fil des années, nous avons tissé, nous sommes partis de 20 régions, les 20 régions les plus riches du monde, pour pouvoir venir en solidarité aux autres régions. Et aujourd'hui, il y a plus de 1500 régions qui œuvrent sur cette question du changement climatique, avec toujours comme même base l'éducation, l'écologie et l'économie. Ce triptyque est important parce que si vous le dissociez, il ne vaut plus rien, mais si vous le réunissez, il est central dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous avons développé plusieurs projets, des projets en matière solaire, en matière de déchets, notamment nous avons à Oran en Algérie réalisé une centrale de retraitement de déchets. Alors vous allez me dire mais il n'y a rien de plus bon, c'est banal. Non, c'est pas banal du tout parce que pendant la construction et la réalisation de cette centrale de retraitement de déchets, nous avons formé des jeunes sortis du système scolaire pour qu'ils puissent venir travailler dans cette usine. Et aujourd'hui, c'est plus de 150 jeunes qui ont trouvé un emploi digne, avec un salaire, une insertion dans la vie sociale et professionnelle. Et je suis très fière de ce projet parce que ces jeunes ont en même temps formé les populations au tri sélectif et il y a plus de 600 familles qui avaient été formées à l'époque. Et moi, je suis dans un fonctionnement de chaîne, donc ces 600 familles étaient habilitées à former d'autres familles pour ce tri sélectif. Nous avons à Kita, au Mali,
réaliser une centrale solaire de 50 mégawatts. Et c'est toute une population de cette région du Mali qui, aujourd'hui, a de la lumière. Et nous, c'est facile, nous appuyons sur un interrupteur et nous avons de la lumière. Mais il faut savoir qu'en Afrique, à partir d'une certaine heure, beaucoup de populations sont dans le noir, vivent comme ça depuis des lustres. Et nous avons décidé, avec Akio Énergie et d'autres entreprises, de réaliser des petites centrales solaires pour pouvoir permettre à des villages, voire des petites villes en Afrique de l'Ouest, justement, de pouvoir s'éclairer. Et nous allons certainement penser au Niger, du côté de Niamey, à faire un peu le même processus. Nous avons aussi au Brésil, dans l'état de Rio, à la veille d'un grand événement sportif, changé l'ensemble des lumières des rues en LED. Alors là aussi, il n'y a rien de plus banal, mais simplement c'était le financement qui n'existait pas. Et nous avons mis en place un financement innovant. Qui dit financement innovant, c'est que comme la commune de Rio allait faire des économies d'énergie avec un éclairage LED, donc au travers de ces économies financières, elle remboursait au fur et à mesure, maintenant c'est largement remboursé parce que ça fait plus de 4 ans, l'ensemble des partenaires qui ont aidé à ce financement. Mais il y avait une autre raison également, c'était la sécurité dans la ville, puisque l'éclairage public ne se faisait que par le haut, par des lampadaires. Nous avons trouvé un système d'éclairage aussi par le bas, les trottoirs, pour éviter les chutes ou autres raisons d'insécurité dans la ville. Voilà pour des grands projets que nous avons mis en place et sur lesquels nous développons au quotidien avec d'autres régions dans le monde ces processus. Mais nous avons aujourd'hui créé un fonds vert pour les femmes, notamment au travers du R20 Paris. Et là, nous développons beaucoup de l'agroforesterie, de l'agriculture. Nous développons aussi beaucoup de projets éducatifs, notamment tout ce qui touche aux institutrices pour le climat, tout ce qui touche à la précarité menstruelle des jeunes femmes. Donc voilà un petit peu quelles sont nos actions. Et j'espère bien que parmi vous tous, comme je suis sûre que vous êtes des gens convaincus, nous allons pouvoir trouver avec vous des axes de projets sur lesquels nous serons fiers de participer avec vous. Et bonne continuation pour votre conférence. Et puis, je l'espère à très bientôt physiquement. Merci. Donc, merci à Michel. Dommage qu'on ne puisse pas l'avoir parmi nous pour discuter capillarité de la transmission et question du genre également. Donc là, on voit la capacité de l'animateur à parler tout en faisant les changements de présentation. Hop, je parle avant de laisser la main à Emmanuel Oudaille, qui est en charge de l'innovation France chez SPI ICS, et David Matra, qui est consultant senior innovation chez SPI également. Je vais donner la main à Léa Di Ciccio du CEA Leti pour nous parler un petit peu de comment la mutation s'effectue au sein du CEA, peut-être pas général, peut-être au niveau du Leti, mais au moins déjà donner un exemple de comment cette mutation s'effectue et comment sont les pistes de réflexion au sein d'un grand laboratoire de recherche comme peut l'être le CEA. Tu as le micro qui est juste là. Bon, ok, c'est bon. Bon, déjà, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur de recherche... je le mets plus près ? Pardon. Je suis directeur de recherche au CEA de Grenoble et plus particulièrement au CEA Leti, où on gère tout ce qui est l'innovation en microélectronique, donc semi-conducteurs. Donc, moi, j'avais déjà cette fibre et j'ai convaincu mes dirigeants de lancer un grand programme éco-innovation ou sustainability. On l'a lancé début 2021. On a pris le temps de faire une réflexion stratégique en interne.
Et je vais vous montrer un petit peu comment on déroule tout ça et comment on a un peu réfléchi. Voilà, n'hésitez pas à m'arrêter au fur et à mesure si vous avez des questions. Donc on s'est rendu compte qu'en fait on était à une période où l'inconnu, l'incertain, comme quelqu'un en parlait, était là plus que jamais. On avait toutes ces problématiques de climat et d'environnement qui étaient très prégnants. Et quand on a fait notre réflexion, on a eu le Covid qui est venu nous interrompre en plein milieu et on a tout continué en digital. Donc voilà. Donc il y avait cette première contrainte. Il y a une deuxième contrainte qui est une contrainte démographique. On est de plus en plus nombreux. Donc ça fait écho à la première chose, c'est-à-dire que ça a un impact sur la planète. On consomme 6 planètes dès le mois de mars, donc c'est important. Mais en même temps, on se doit de travailler aussi pour nous humains et d'essayer de garder notre espèce en bonne santé. Donc on a des enjeux de santé très, très forts. Et en même temps, est arrivé des enjeux de souveraineté parce que pendant la pandémie, on a vu les pénuries de semi-conducteurs qui ne sont pas résolues. On voit la flambée des matériaux qui est en train de se passer aussi pour les pénuries. Puis est arrivé les problèmes géopolitiques qui, avec la guerre en Ukraine, on a bien vu que tout a explosé et qu'on a des gros problèmes et qu'il va falloir un petit peu réfléchir autrement parce que finalement, la mondialisation, ça a ses limites. Alors, soit on est dans le creux de la vague et puis tout va revenir comme avant jusqu'à la prochaine fois, soit il faut changer durablement. Voilà. Et nous, au milieu de ces 3 contraintes, on pense qu'il y a une innovation nouvelle à faire, disruptive, et que cette innovation, elle doit être faite en tenant compte de l'écologie et des autres problématiques. Donc, on va parler de digitalisation parce que c'est le cœur de la réunion ici. Donc la digitalisation, elle peut faire le pire comme le meilleur. Bien sûr, on a les problèmes de surveillance, etc. Mais au niveau de la digitalisation, on peut tout à fait travailler sur les entreprises pour la maintenance prédictive et éviter la surutilisation de matière. On peut travailler sur la santé pour garder les personnes à domicile et peut-être avoir des infrastructures beaucoup moins lourdes. Sur l'agriculture, pour avoir une agriculture plus raisonnée. Et les villes intelligentes, avec les réseaux d'énergie, bien sûr, et toutes ces autres choses. Et donc ça, on peut le faire avec l'IoT, l'Internet of Things, bien sûr, et tout ce qui est intelligence artificielle ou jumeaux digitaux. Donc tout ça, on peut faire beaucoup de bonnes choses à faire, mais il faut faire une technologie qui sera raisonnée et pensée. Donc au Leti, on est parti de ce qu'on était, c'est-à-dire que on est dédié à faire des micro et nanotechnologies et de les transférer aux entreprises. On est censé être pourvoyeur d'innovation pour les entreprises, pour que nos entreprises restent compétitives. Et on doit le faire pour le bien de la société et en support à l'industrie. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment maintenant de centrer tout ça sur le mot durable, éco-innovation, appelez ça comme vous voulez, soutenable, en gros, en tenant compte des enjeux climatiques, des enjeux de ressources et planétaires. Alors, comment on travaille? Parce que ce qui est important, c'est qu'il commence à y avoir de l'information, mais on ne sait pas forcément la lire. Donc, par exemple, je vous montre là une étude de l'ARCEP et de l'ADEME. Donc ça, c'est une étude mondiale. Je vous ai mis toutes les références en bas, qui montre que, vous voyez en bleu marine, c'est les terminaux, donc les PC, les téléphones, etc. Et en plus clair, les réseaux, donc la 5G, 4G, etc. Et puis, encore plus clair, les data centers. Donc, on voit que tout ce qui est foncé, qui est l'usage, au niveau mondial, est prédominant dans l'impact du numérique sur l'empreinte carbone du numérique sur le monde. Alors, c'est 68% de l'usage, mais restons quand même calmes. Ça ne représente que 3 à 4% de l'empreinte carbone mondiale. L'empreinte maximum étant en priorité les transports, les habitats et les entreprises. Voilà. Cependant, on sait très bien qu'en ce moment, on part vers de l'électrification massive et que ces problèmes-là, il faut les regarder et les scruter de très près pour éviter qu'on ait une explosion de tout ça.
Donc du coup, quand on regarde au niveau français, la tendance, elle s'inverse. Comme on a une énergie qui est très décarbonée. En ce moment, il y a des cris d'orfraie sur l'énergie en France, mais on est un des pays les plus décarbonés avec le nucléaire. Ça, il faut aussi l'entendre. Et du coup, s'il faut travailler en France et si on réindustrialise en France, c'est surtout sur le manufacturing qu'il va falloir travailler. Parce que c'est là où, en fait, le poids devient le plus important en France. Et quand on regarde donc le graphe qui est à droite, donc là, vous avez en fait quelques-uns des impacts. Quand on regarde les impacts sur notre système, il y en a 16 à peu près. Et là, je vous en ai mis 4. Le premier, c'est sur les ressources minérales et les métaux. Le second, c'est sur toutes les énergies fossiles. Le troisième, c'est l'empreinte carbone, celle dont tout le monde parle, mais c'est loin d'être le seul. Et par exemple, j'ai rajouté les radiations ionisantes, parce que ça, ça fait peur à tout le monde aussi, parce que c'est mal connu, on les mesure mal, etc. Et on se rend compte que tout le monde parle du smartphone, mais en fait, les PC et les téléphones font bien plus que les smartphones. Pourquoi ? Parce que les télés, eh ben, on a des télés de plus en plus grosses. Et leur empreinte au niveau du manufacturing devient de plus en plus gros. Donc, en fait, il ne faut pas focaliser sur les téléphones. Il faut regarder tous les terminaux qu'on a chez nous et les garder, du coup, le plus longtemps possible. Parce que chez nous, c'est le manufacturing qui est le plus impactant. Et c'est pour ça que vous entendez tout le temps ces messages. Gardez vos téléphones plus de 2 ans, gardez vos appareils ménagers plus de 2 ans, faites-les réparer, etc. Ça vient de ces études scientifiques qui sont loin encore d'être hyper scientifiques parce qu'on manque de bases de données. Mais tout ça est en train de se mettre en route. On est en train de tout mesurer et ça va aller de plus en plus vite pour comprendre. Donc, Oleti, on est parti là-dedans, on est parti à fond. En se disant, on va commencer par évaluer toutes nos technos, savoir un petit peu, pas simplement le site, comme font beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire notre site, quelle empreinte carbone il a. Nous, on regarde les technos qu'on envoie chez les industriels aussi, quelles empreintes potentiellement elles peuvent avoir. Donc, on va regarder cette évaluation-là. Une fois qu'on a compris, on va essayer d'améliorer avec ce qu'on sait faire, juste de diminuer. Et puis après, quand on aura formé tous les salariés et tous les chercheurs, on va essayer d'apprendre à faire autrement. Voilà, en rentrant ces contraintes dès le départ. Donc c'est un peu la démarche qu'on met en place. Et c'est ce qu'on appelle chez nous l'éco-innovation, c'est-à-dire comment on fait de l'innovation durable en continuant à donner de la compétitivité aux entreprises, mais différemment, en pensant soutenabilité et impact sociétal aussi, parce que l'impact sociétal, c'est très important. Il faut que ça sert à quelque chose, une technologie. Il ne faut pas que ce soit simplement incrémental pour faire racheter des objets aux gens. Ça, il va falloir le changer. Donc, du coup, moi, ce que je vous encourage, si jamais vous avez des entreprises et des employés, je crois que c'est important que tout le monde comprenne, du top management et jusqu'en bas. Donc, formez-vous. Jean-Marc Jancovici le dit à tout le gouvernement en ce moment. Moi, je le dis à tous les entrepreneurs. Formez-vous. Là, il y a des fresques du climat. Il y a des experts qui peuvent venir vous parler. Vous pouvez faire des séminaires, plein de choses. Formez vos employés. Et puis, chacun doit comprendre. Et ensuite, il y a des structures en interne pour les grosses entreprises, comme les RSE, vous avez les sciences humaines et sociales, etc. Vous avez plein de moyens pour former vos gens rapidement et pour qu'ils intègrent ça dans leurs entreprises. Ce qui est important aussi, il faut que les gens se forment, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous formez... je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la fresque du climat ici. Moi-même, je me suis formée. Je peux faire des fresques du climat. Mais on vous montre les tenants et aboutissants de tout ça et vous finissez un peu dans la misère, quoi, parce que vous vous dites, bon, non, mais... je vais moduler, vous inquiétez pas. Oui, on vous dit ça va se terminer par des choses pas très drôles. Non, mais après, il faut se dire, voilà, faut agir. Et après, c'est le collectif qui doit prendre la main et inventer. Et voilà, moi, j'ai inventé des choses dans mon entreprise et à vous d'en inventer plein dans les vôtres. Voilà, c'est le message que je voulais donner.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, depuis 2022, on est passé de 0 à quasiment 10 personnes. On développe toute une méthodologie, donc on s'appuie sur les méthodologies d'ACV, etc., mais on développe des nouveaux outils qui sont adaptés à la recherche. On fait des kits pour les BizDev, on fait des kits pour les chercheurs, pour qu'ils puissent se poser des tas de questions et on les guide. On donne des messages comme quoi la consommation électrique, c'est bien de diminuer la consommation électrique, mais ça ne va pas servir. Si vous avez entendu parler du paradoxe de Jevons ou de l'effet rebond qui fait que dès que vous diminuez la consommation électrique, les gens l'utilisent plus, ou il y a des effets pervers comme Blablacar. Blablacar, moi je l'ai utilisé, c'est super, hein, mais du coup, au lieu de prendre Blablacar, au lieu de prendre le train, vous prenez Blablacar, et ça ne sert plus à rien, quoi, du moins pour la planète. Voilà. Donc il faut prendre conscience de tout ça et c'est pas facile. Donc c'est pour ça que la formation est importante. Donc nous, du coup, on rentre dans nos technologies, tout ce qui est bien sûr ultra low power, ça c'est notre cœur de métier. Mais tout ce qui est maintenance prédictive pour économiser des matériaux, pour trouver des matériaux, remplacer des matériaux qui sont rares par des matériaux moins rares ou qui sont plus recyclables, changer nos procédés. Donc, dans toutes nos routes technologiques, maintenant, la sustainabilité, elle est obligatoire. On l'a rendue obligatoire. Voilà. Et on commence à rentrer les sciences humaines et sociales. D'accord. C'est-à-dire penser usage. C'est-à-dire vous faites une techno. Vous faites une techno, mais à quoi sert votre techno? Voilà. Donc, on demande aux chercheurs de se poser ces questions-là. Et donc on essaye. Donc on a pris une chercheuse en sociologie qui se pose les questions et on se les posait avant la pandémie, avant la guerre en Ukraine. Et si on n'avait plus d'énergie, quel numérique les gens voudraient garder? Si on était obligé de couper, qu'est-ce qu'on va garder? Donc on est en train de réfléchir à ça pour se dire on va essayer de comprendre ce que les gens voudraient garder en priorité. Et puis on va essayer de travailler là-dessus justement puisque c'est ça peut-être qu'on va garder. Voilà. Et puis bien sûr, comme on est un centre de production, on a une salle blanche qui consomme beaucoup d'énergie, etc. Donc on travaille là-dessus. Et bien sûr, on lance plein de projets. Moi, un de mes rôles aussi, c'est de venir dans les workshops, et je vous en parlerai parce que j'en organise un, de venir expliquer ce qu'on fait et essayer d'emmener les gens avec nous, etc. Voilà. Donc, par exemple, dans notre salle blanche, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on travaille sur l'eau. Donc, de plus en plus, on essaye, par exemple, l'ODI, l'eau désionisée. C'est une eau très pure dont on a besoin pour faire nos procédés. Elle est 10 fois plus gourmande en énergie à produire que de l'eau du robinet. Donc, c'est une eau qui est précieuse. Donc, de plus en plus, on essaye de la recycler et de la réutiliser. On la prend et au lieu de la remettre au recyclage et au traitement, on la met pour refroidir les machines. Donc on transforme notre salle blanche comme ça. La digitalisation est très importante parce que pour éviter des erreurs de production, plus on va suivre de manière digitale notre production, plus on va pouvoir être réactif. On repère tous nos produits qui ont un impact négatif ou qui sont polluants. Et on essaye de trouver des solutions. Donc on a remplacé des solutions polluantes par des solutions... On y est de plus en plus. Et on met en place tout ce qui est recyclage. Ce qui n'est pas évident parce qu'en microélectronique, tout est tellement mélangé. Il y a très peu de matière. Mais on travaille de plus en plus avec des entreprises pour essayer de recycler tout ça avec des procédés innovants. On travaille sur les procédés là-dessus. Et bien sûr, on diminue aussi l'énergie. Sachant que dans une salle blanche, c'est surtout la structure qui va consommer. Donc, on est obligé de garder une température, une humidité. Donc, c'est cette énergie-là qui est très importante en salle blanche. Et par exemple, en 2021, on a diminué de 15% la consommation énergétique en utilisant des nouveaux recycleurs et on va continuer. Alors, je vais vous faire un petit peu de technique, là, juste pour vous expliquer un peu plus scientifiquement comment ça fonctionne. Là, voilà, on a fait, par exemple, dans vos téléphones, vous avez, pour faire un composant, il y a à peu près 200 étapes unitaires. Donc, il y a des empilements de couches. Et, par exemple, là, c'est une couche de nitrure. Voilà, donc c'est une couche de nitrure. Et pour fabriquer cette couche-là de 100 nanomètres, donc c'est assez petit, on les fabrique 2 plaques à 2 plaques. Et on a regardé
ce que ça valait en équivalent CO2 pour fabriquer cette couche sur 2 plaques. On est en train de faire ça sur nos 8000 procédés en salle blanche. Voilà, donc j'ai une thèse, il y a plein de monde. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va vite, mais on fait ça très bien. Et donc vous voyez qu'en équivalent CO2, finalement, les matériaux, il y en a tellement peu qu'ils n'ont pas d'impact. Tout le monde dit que la microélectronique, ça utilise plein de matériaux, mais par rapport aux batteries des voitures, c'est que dalle. Par contre, on consomme beaucoup. Le CR, là, c'est le cleaning, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ça, il faut nettoyer l'équipement. Et puis tout l'environnement, c'est là où ça consomme beaucoup. Et pas que pendant qu'on produit les deux couches, c'est quand on doit faire de la maintenance, la nuit, quand ça ne fonctionne pas, parce que nous, on est un centre de recherche. Donc vous voyez que l'équivalent CO2, là, du C, qui veut dire cleaning, et D, et du dépôt, est très important sur l'environnement. Et quand on regarde l'environnement, tout le monde nous disait, non mais bon, il suffit de diminuer l'électricité et tout va bien, on n'en parle plus. Eh bien non, parce qu'en fait, on utilise beaucoup d'azote, avec des grades différents, et l'azote est utilisé pour purger les lignes de gaz, pour purger les machines, et pour produire de l'azote, ça consomme énormément d'électricité. Et donc en fait, on s'est rendu compte que c'est pour cet équipement-là, c'est là-dessus qu'il fallait qu'on se batte, et pas du tout sur l'électricité. Donc l'analyse de cycle de vie d'un produit, il sert à ça. Il sert à repérer les bons endroits où il faut aller travailler vite et à pas se tromper. Et une fois qu'on travaille, il sert à reparer, à ce qu'on ne fasse pas ce qu'on appelle un transfert d'impact. C'est-à-dire qu'on va diminuer à droite, mais on va réaugmenter à gauche. Donc, on met en place ces analyses de cycle de vie. C'est en place chez nous. Il y a des logiciels, mais ça pourrait se faire à la main. Hein. C'est pas non plus... Pas croire, c'est des règles de 3. Hein. Le cœur du truc, c'est aller chercher la donnée. Et puis surtout, être très honnête sur les périmètres d'utilisation de cet outil-là et d'être très transparent. Et si vous avez un peu l'habitude de lire ça, c'est ce qui pêche le plus souvent. On a un mal de chien à comprendre le périmètre utilisé, à savoir d'où viennent les données, à savoir si elles sont viables. Quand vous voyez les gens qui s'écharpent en ce moment en disant... non, les voitures thermiques, c'est pas plus polluant que l'avion, ou l'avion, c'est pas si polluant que ça par rapport aux véhicules électriques, etc., etc. C'est que des questions de périmètre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont mettre 4 personnes dans la voiture, et puis il y a des gens qui vont mettre qu'une personne, parce que c'est ce qui se fait le plus souvent. On est souvent 1,1 dans une voiture par voyage. Et puis dans les avions, il y a des gens qui vont dire, ben non, on est bourré dans l'avion, on est 130. Et puis il y en a qui vont dire, ah non, non, on n'est que 80. Donc si vous n'arrivez pas à décrypter ça, je vous garantis que c'est là toute la difficulté et c'est ça qu'il va falloir améliorer. L'honnêteté, la transparence et les bases de données. Une fois qu'on a ça, on pourra travailler sereinement. Non mais je vous assure, il y a encore du boulot. Hein. En tout cas, nous, on va essayer d'y œuvrer. Là, ce que je voulais vous montrer aussi, par exemple, sur le smartphone, on est allé chercher toutes les publications scientifiques et on a regardé un peu comment ça bougeait sur les smartphones. Eh bien, c'est pas très compliqué. Plus on augmente, alors 2014 c'est là-bas, et puis là on augmente dans le temps, plus on vient vers nous, et plus l'empreinte du manufacturing est importante. Pourquoi ? Parce qu'on rentre de plus en plus de fonctionnalités dans les téléphones, donc il faut produire tous les composants. Par contre, tout l'usage est en train de diminuer. Pourquoi ? Parce qu'on se préoccupe de l'ultra low power des composants. Donc on travaille sur le fait qu'ils consomment peu, mais jusqu'à présent, personne ne se préoccupait de savoir qu'ils aient un impact négligeable pendant le manufacturing. Donc on est en train d'exploser sur le PC là-dessus, sauf Fairphone, qui lui a travaillé ça, qui donc a bien diminué le manufacturing en réfléchissant un peu plus à ça. Ça fait un téléphone qui est modulaire, mais qui est plus cher. Et donc là, on se heurte à des problèmes de compétitivité et des problèmes de société. Donc tout ça, il va falloir que tout un chacun y réfléchisse et se pose des questions. Voilà. Et dernière présentation d'utilisation de ça. Donc là, c'est sur la 5G, parce qu'on ne fait pas de la 5G, nous, en tant que tel, on fait les antennes. Voilà, les antennes pour la 5G. Et tant qu'à faire, je me suis dit, allons carrément dans l'iceberg et prenons le plus dur et attaquons. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Donc vous voyez que, alors en bleu,
Et en orange, vous avez une technologie à base d'arsenure de gallium, de diode. Et le bleu, c'est le manufacturing, et l'orange, c'est l'usage. Vous voyez très bien que sur un certain nombre de facteurs, donc vous avez toujours, en partant de là pour aller là-bas, c'est tout ce qui est déplétion de minéraux, tout ce qui est cancérigène, rayonnement cancérigène, le global warming, là, le GWP, là, les rayonnements et l'utilisation de l'eau. Vous voyez très bien que pour cette technologie-là, alors dans les analyses de cycle de vie, on ne donne jamais des valeurs brutes, on fait toujours, on normalise à 100% des impacts. Bon, c'est une façon qu'ils ont. Moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais ok, admettons. On voit très bien que le orange est prédominant. Donc, c'est l'usage qui prédomine dans cette technologie. Donc, du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des faisceaux reconfigurables pour la 5G, hein, pour être hyper précis, hyper rapide. On est en train, en permanence, d'orienter l'antenne pour scruter d'où vient l'information. Donc, les chercheurs, on se sont dit, est-ce qu'on est obligé de faire ça? Comment on peut réduire l'usage? Et en utilisant des technos, alors je suis peut-être un peu technique, mais des switches, hein, c'est des interrupteurs, hein, on-off, plutôt que du permanent. Et en faisant de l'orientation une fois toutes les heures, on peut peut-être rendre le même service quasiment et consommer beaucoup moins. Et à partir de là, donc il y a une nouvelle techno qui est à base de GE-TE. Et donc cette techno, elle est en verte pour l'usage et elle est en orange pour le manufacturing. Donc vous voyez que le manufacturing, il a baissé parce qu'on s'est débrouillé pour faire toutes les antennes en même temps, parce qu'une grosse antenne, c'est plein de petites antennes. Donc on a essayé de faire des antennes toutes en même temps. Et surtout, l'usage est devenu négligeable par rapport à l'usage de l'autre antenne. Donc voilà un autre exemple de technologie, comment on peut réfléchir un peu plus intelligemment par rapport à ces problématiques. Voilà, donc nous, c'est ce qu'on déploie de partout, dans la salle blanche, sur les technos, pour améliorer les choses. Et je vous encourage à y aller, vous aussi. Voilà. Et puis ce que je voulais vous dire, c'est que... Allez, je fais un peu de placement de produit. C'est que du 21 au 23 juin, donc de ce mois-ci, on a notre show, hein, on monte toutes nos technologies au monde entier. Et moi, le 23 juin, je fais un workshop sur la sustainability dans les semi-conducteurs sur une journée. Et donc j'ai convié, donc il y aura Safran, il y aura ST, il y aura des gens de recyclage. Et puis le matin, j'ai fait un genre de hub pour donner de l'information sur les matériaux critiques et la consommation. Donc venez challenger les gens qui vont parler, parce que ça sert à ça aussi. Hein. J'ai peut-être un gros Américain qui va venir. Donc on essaye de le faire venir. Donc là, venez un peu le secouer, ça fera du bien à tout le monde aussi. Voilà, donc si vous voulez nous rejoindre, ça sera avec plaisir. Merci. Merci Léa. Tu peux donner le micro à David ou à Emmanuel. Pour abonder dans ta promotion, nous avons aussi en tant que partenaire un code promotionnel pour les adhérents du pôle si vous voulez assister au Leti Innovation Days. Et sans transition, du coup, je laisse la parole à David et Emmanuel pour nous présenter un petit peu la vision côté industriel sur cette transition numérique. Je te mets la présentation, pardon. Comme quoi. Bonjour à tous, on est ravis d'être présents parmi vous aujourd'hui. Merci à Emmanuel Gic de nous accueillir. Je crois qu'on va confirmer les propos du Leti avec un autre angle de vue. L'angle de vue d'un groupe SPID, donc un groupe de services multitechniques. Alors avec Emmanuel, on fait partie de la filiale IT du groupe, la filiale numérique du groupe. Et donc on a choisi de vous parler principalement de l'impact du digital, spécifiquement du digital, parce qu'on pense que c'est un impact important. Tu en as parlé juste avant. Et puis ensuite, on fera un retour d'expérience sur notre labellisation, parce qu'on peut aujourd'hui... être labellisé numérique responsable. Et juste avant ça, je vous expliquerai notre vision de ce que c'est que ce concept numérique responsable qu'on peut appliquer un petit peu partout dans nos entreprises, dans nos organisations privées ou publiques également. Donc on est plutôt dans une logique de sensibilisation, mais aussi dans une logique d'engagement, passer de la sensibilisation à l'engagement de nos employés, et puis de transposition des uns et des autres.
des uns vis-à-vis des autres pour qu'on puisse être plus puissant pour résister à cette transformation qui est la nôtre. Alors, je sais pas. Ok, merci. Voilà, donc on est le groupe SPI. On a la chance d'avoir une direction qui est extrêmement engagée dans ces débats-là. Donc on est axé sur la transition énergétique et sur la transition numérique. Donc les deux sont potentiellement liés sur certains aspects. Et on a une ambition chiffrée de réduction de l'impact carbone de l'entreprise, globalement, à l'échelle de 25% en 2025. Donc ça peut paraître beaucoup, ça peut paraître peu. En tout cas, c'est un vrai engagement qui a été pris. Et il y a différentes actions qui vont contribuer à cette réduction d'impact d'ici maintenant 3 ans. Donc ça passe assez vite. Et puis on est aussi des précurseurs dans l'évaluation de la part verte de nos activités, selon la taxonomie européenne. Et on a aujourd'hui à peu près 40%, 42% des activités du groupe qui rentrent dans cette part verte. Donc notamment par les activités autour de l'hydraulique, autour de l'éolien, autour du solaire, de l'écomobilité, donc toutes ces thématiques-là qui sont des activités du groupe qui viennent contribuer finalement à leur niveau à une réduction de l'impact des organisations. Alors on est aussi porteur d'un constat. Alors, le constat, tu l'as fait juste avant, c'est que le numérique, le digital, la tech, je dirais qu'elle a un impact néfaste. Donc il ne faut pas imaginer que c'est absolument neutre. On sait que plus on dématérialise, finalement plus on matérialise. Il faut être conscient de ça. Il y a l'informatique clean, là, mon écran, mon smartphone, etc. Et puis il y a l'informatique des coulisses, tout ce qui est derrière le rideau, qu'on ne voit pas forcément. Donc ce sont des réseaux, alors des réseaux locaux, des réseaux étendus, de différentes typologies. Ce sont des data centers, des centres informatiques, des centres de données, donc qui sont également dans les parcs qui sont adressés. Et tout cela génère à l'échelle mondiale, parce que les chiffres, après on peut toujours discuter sur les chiffres, c'est environ 4% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète, le digital. Alors ça c'est une donnée particulière. Par contre ce qui est important c'est que c'est en croissance exponentielle, c'est-à-dire que dans quelques années ça va doubler, ça va tripler. Donc c'est maintenant qu'on a un enjeu de réduction de la voilure. Donc digitaliser oui, mais digitaliser à bon escient, avec des règles d'éco-conception, par exemple des services ou des solutions, devient extrêmement important. Et puis c'est un vrai paradoxe, parce qu'on a parlé d'effet rebond, on a parlé d'impact du digital. On veut toujours des usages de plus en plus étoffés, de plus en plus ergonomiques, de plus en plus pratiques, etc. On est de plus en plus nombreux sur la planète, et en même temps on veut réduire l'impact. Donc il y a une forme, dans ces sujets-là, il y a une forme de paradoxe qui est très difficilement adressable directement. Alors quand on regarde un petit peu les facteurs, on parle beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, on parle du CO2, de la tonne équivalent CO2, donc c'est l'étalon, en fait, l'étalonnage des gaz à effet de serre. Il y a d'autres industries d'autres facettes qui sont polluantes, donc l'extraction de minerais, tout ce qu'on va sortir du sol en fait pour construire des terminaux. On vient également polluer les sols parce que toutes ces actions-là détruisent la biodiversité des écosystèmes. La consommation primaire d'énergie. Alors comme tu l'as dit, on est en France dans une industrie d'énergie assez relativement décarbonée grâce au nucléaire. C'est pas forcément le cas partout en Europe. Donc on doit en tenir compte. Et du coup, on a beaucoup d'impacts qui font qu'on a beaucoup de leviers d'action. Et comme l'a dit tout à l'heure le Leti, il va falloir qu'on cible, grâce à des ACV, des analyses d'impact, qu'on cible les sujets sur lesquels on a des impacts les plus forts. Il va falloir qu'on traite les leviers les plus forts. C'est ça qu'on essaie de faire. Quand on raisonne aussi temps long, il y a une question. Est-ce que vous avez la part du pro et du perso, en particulier dans l'émission de gaz à effet de serre digitale? Est-ce que vous connaissez cette part? Là, c'est une vision complètement globale. Ouais, c'est global. Est-ce qu'après, à l'intérieur, on connaît beaucoup plus détaillés. Ouais. On n'a pas ces chiffres ici, mais on pourrait aller beaucoup plus fin dans l'analyse des chiffres. Parce que je ne me rends pas compte si en fait, le particulier a un impact important sur le digital ou si c'est beaucoup les entreprises. Alors les entreprises soutiennent le digital des particuliers de toute façon. Donc si vous faites du Google, vous utilisez des plateformes mondiales qui sont des entreprises. Donc de toute façon, tout est très lié. Mais ce qui est certain, c'est que les bonnes pratiques qu'on peut avoir dans le monde domestique, on peut les porter dans l'entreprise, ou inversement, l'entreprise peut amener des changements de comportement dans le monde du domestique. Ça, c'est clair. Puis c'est aussi un facteur d'attractivité aujourd'hui pour les entreprises, cette partie-là. Alors, développement durable,
on en a parlé hier soir au niveau du club, Profit Planet Prosperity. Ça veut dire aussi qu'on doit raisonner temps long. Développement durable, ça veut dire temps long. Donc le raisonnement court-termiste ne tient plus, si on veut raisonner dans une démarche durable. Et donc on raisonne sur le cycle de vie complet du numérique, ce qu'on ne faisait pas forcément avant, hein, au niveau des achats, au niveau des pratiques. Aujourd'hui, on va raisonner sur le temps long. Donc on va raisonner de la fabrication, de l'extraction, de la fabrication, la distribution des équipements, leur usage, l'utilisation, il y a tout un tas de formes d'usage possibles, et la fin de vie. Et pour allonger cette durée de vie le plus possible, on va parler d'économie circulaire. On va commencer à évoquer le sujet de la circularité des opérations. Donc ça, c'est un sujet aussi qui est un vrai sujet de travail. Alors, on a une définition qui est la nôtre. Enfin, on s'est inspiré de plein de définitions différentes pour faire notre définition de ce que c'est que le numérique responsable. Cette terminologie, on n'a pas vraiment de traduction en anglais. Alors on pourrait parler de sustainable digital, des choses comme ça. En français, c'est un label. Donc c'est un label dont Emmanuel va vous parler juste après, qui est très structurant pour les entreprises. Et on peut le définir sur 3 angles. Ça rejoint un peu les thématiques RSE, hein, ou CSR en anglais dont on a parlé ce matin. Donc c'est un numérique qui est conscient de l'impact qu'il a sur la planète. Ça, c'est le premier enjeu sur lequel on va se poser le plus, parce que c'est là où on est le moins avancé, en tout cas chez nous. Un numérique de confiance, avec les thématiques de cyber, protection de la donnée, conformité. Donc faire un numérique de confiance pour l'utilisateur final. Et puis un numérique accessible. Donc dans le monde, dans la France, vous avez des référentiels, hein, le RG2A typiquement, qui travaille sur l'accessibilité des services numériques pour réduire les fractures numériques. Donc c'est bien ces 3 pavés en fait, le numérique responsable. Le fait est, c'est qu'on va se focuser principalement sur le premier pavé, parce que c'est là où il y a des efforts à fournir les plus importants. C'est là où les garde-fous ne sont pas encore en place de partout dans les entreprises ou les collectivités. Alors on a un tableau de chiffres alors qui rejoint ce que tu as dit juste avant, peut-être un tout petit peu plus détaillé. C'est le fait que c'est pour montrer que quand on veut travailler là-dessus, on a un axe de travail en France qui est fondamental, c'est la fabrication des devices, des équipements. Donc ça, c'est un fait qui est acté. En France, parce qu'encore une fois, on a l'énergie décarbonée. On n'a pas que cet impact-là, hein, on a d'autres impacts, effectivement. Quand on voit le schéma qui est sur la gauche de l'écran, fabriquer un ordinateur de 2 kg, ça nécessite d'extraire du sol 800 kg de matières premières, 1,5 tonne d'eau. Donc c'est des volumes qui sont... Il faut qu'on prenne conscience de ces impacts-là. Un device égale toutes ces choses-là qui sont potentiellement néfastes pour la planète et donc pour la santé de l'humanité, hein, si je vais un petit peu plus loin. On a d'autres leviers sur lesquels on peut agir, on va en parler un petit peu après, c'est la notion d'éco-conception. Alors l'éco-conception d'un site web, d'une application, d'une infrastructure IT, d'une chaîne de valeur IoT, peu importe. Il va falloir qu'on fasse de l'éco-conception à tous les étages de la fusée si on veut pouvoir être soutenable. Les politiques d'achat, aujourd'hui faire un achat ou faire un choix stratégique d'un fournisseur vis-à-vis d'un autre, ça devient un choix stratégique sur le plan environnemental. Donc il faut qu'on fasse des achats, je dirais raisonnés, mais donc de mettre en place une politique d'achat responsable. Et puis les services informatiques dans les organisations, vous avez tous sans doute chez vous une DSI, en tout cas pour la majeure partie d'entre vous. Cette direction des systèmes d'information, elle va être un acteur de la transformation. En tout cas, on a cette ambition, on porte ce message, que les DSI doivent s'investir pour faire pivoter leur métier, avec des politiques de service qui sont par exemple incitatives. Donc on a beaucoup d'actions qu'on peut mener, et sur le plan de la fabrication, économie circulaire, recyclage des terminaux, usage du reconditionné, décorréler l'amortissement comptable avec la durée d'usage effective d'un terminal ou d'un device, passer des systèmes de possession à l'usage. Hein, donc ça, bon, c'est des leviers qui sont connus. Hein. Après, la question, c'est comment on le met en musique dans une entreprise au quotidien. C'est ça le défi. C'est pas forcément évident. Alors, je vais encore un slide ou deux à mon niveau pour vous exposer un petit peu les champs d'action. Quand on parle de numérique responsable, on a plusieurs champs d'action. On les a mis sous cette grille-là. Donc, le premier, c'est l'IT for Green. C'est comment le numérique va aider à la transition énergétique, par exemple, ou la transition écologique. Donc, par exemple, vous allez utiliser le numérique pour faire de l'automatisation sur une chaîne de prod Industrie 4.0. Vous allez modéliser du bâtiment sur du tertiaire pour faire de la maintenance prédictive, pour gérer les fluides. Donc, vous allez faire un double numérique de votre bâtiment.
Vous allez réduire les consommations énergétiques par la mesure. Donc là, dans la salle, il y a tout un tas de gens qui font des capteurs, justement, dont la vertu de mettre le bâtiment sous contrôle, hein, ou mettre les bâtiments sous contrôle et les usines, ou éventuellement voilà, piloter un parc solaire, etc. Donc tout le numérique au service de la transition. Par contre, le numérique doit aussi s'auto-médicamenter. Hein, donc c'est le Green for IT, c'est comment on fait d'une DSI ou un service informatique durable. C'est-à-dire de transformer finalement la façon d'opérer l'informatique, d'opérer le numérique dans une entreprise pour en faire un système auto-durable quelque part, pour réduire ses propres impacts. Hein. Et donc là, ça impacte tout un tas de choses. Hein. C'est faire des achats différemment, assainir les parcs informatiques, techniques ou logiciels, hein, et puis donner des astuces pour les éco-gestes. C'est la quatrième colonne. Le pavé 3, c'est le Green by Design, c'est de faire des projets by design green by design, c'est-à-dire avec une composante. On parlait de sécurité by design, on parle de conformity by design, il faut qu'on parle de green by design maintenant. Dans une fiche projet aujourd'hui, on doit tenir compte de cette composante. C'est presque obligatoire si on veut avoir un système soutenable. Et enfin, le green by use, qui est valable à la fois dans le monde de l'entreprise et, comme vous le disiez, dans le monde du domestique. C'est qu'est-ce que je vais faire au titre de l'individu que je suis, avec tout mon collectif autour de moi, pour réduire mes impacts. Alors, il y a plein de pistes, hein. on a des pages et des pages d'exemples. Hein. L'un des exemples le plus marquant, c'est d'arrêter de faire du streaming YouTube en 4G depuis sa voiture. Ça, c'est une aberration écologique, soyons clairs. Vider vos boîtes email, parce qu'on a des volumes de stockage qui sont croissants, mais ça, on ne s'en rend pas compte. Avant, on faisait de l'archivage. Comment on faisait? On avait une armoire. On mettait les classeurs dans l'armoire. Quand l'armoire était pleine, on mettait à la poubelle et puis on recommençait à zéro. L'archivage électronique, on n'a plus ce problème. Hein, donc on a des problématiques de prise de conscience de l'impact de notre façon d'opérer l'informatique. Et donc beaucoup de sensibilisation à faire à tous les étages de la fusée. Alors je vais passer la parole à Emmanuel qui va plutôt nous faire un retour d'expérience sur la façon dont nous, chez SPICS, filiale IT du groupe SPI, a pris en compte ce sujet-là et comment on l'opère aujourd'hui. Merci David. Bon, il y a bientôt la sonnerie à mon avis qui va m'interrompre. Donc l'idée là, c'est de vous présenter ce retour d'expérience. Pourquoi? Parce que cette labellisation numérique responsable, donc qui est portée par l'Institut du numérique responsable, est à mon avis très structurante et aide les organisations en fait à intégrer cette transformation dans l'ensemble de leur organisation. Et alors, nous, on a un double enjeu chez SPICS, c'est qu'on est à la fois utilisateur du numérique pour nos besoins propres, avec une DSI SPI France qui couvre à peu près 20 000 employés, donc c'est une grosse DSI. Et on est évidemment pourvoyeur de solutions numériques pour nos clients. Donc on doit aussi réfléchir à comment nous on se transforme pour nos offres clients. Donc cette transformation, en fait, on a démarré il y a 2-3 ans avec David. On réfléchissait au sujet, il n'y avait rien de très très clair. Hein. On avait quand même on a toujours beaucoup de difficultés à trouver les bonnes informations. Même si aujourd'hui, je pense qu'en 2022, là, on part sur des rails, c'est structuré. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes hein, qui passent, beaucoup d'organisations qui passent le label NR. Je ne sais pas si vous voyez ça passer sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, on a démarré assez tôt et ce label nous a permis de structurer notre démarche et d'intégrer petit à petit, avec beaucoup d'humilité, la démarche numérique responsable dans l'ensemble de l'organisation. Je vais passer au slide suivant avec le Enter. Voilà, Enter, ça marche bien. Donc avec 5 grands axes. Alors le premier axe, c'est la gouvernance. Ça ne va pas vous étonner beaucoup. Comme beaucoup d'autres sujets, si vous intégrez pas le numérique responsable dans la gouvernance globale de l'entreprise, ça ne peut pas fonctionner. Donc nous, on a eu la chance d'avoir une direction qui nous a suivis et qui a intégré le volet numérique responsable dans le plan stratégique 2021-2025. Donc ça, c'est juste indispensable. L'engagement de l'entreprise, lui, il est à tous les niveaux. Je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, au Leti aussi, hein, l'idée, c'était de bien former les gens, finalement, pour que les collaborateurs, pour qu'ils intègrent ça dans leur réflexion.
Nos collaborateurs, ils ne sont pas idiots. Si on leur explique comment ça fonctionne, quelles sont les limites, comment on mesure, et que c'est un vrai enjeu pour nous, pour notre activité, pour le business, et évidemment pour l'environnement et la soutenabilité globale de ce qu'on propose, ils vont intégrer ça dans leur réflexion, dans la conception. En fait, c'est très très simple. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est de leur apporter des outils de mesure. Aujourd'hui, on a très peu de bases, de mesures. On a même de la rétention d'informations, je ne sais pas s'ils sont là, type Negaoctet qui a fait un gros travail et qui vend ça des dizaines de milliers d'euros, donc un travail d'ACV sur énormément d'assets et qui n'a pas été mis dans le domaine public. Alors, de ce que j'ai compris, l'ADEME va intégrer ça dans un gros appel à projet pour racheter la base et le mettre en domaine public. En fait, nous, acteurs du numérique, si on n'a pas ces informations de mesure, on ne peut juste pas prendre des décisions en se disant ok, tel asset, tel autre, quel impact il a et comment je peux faire un choix en termes d'éco-conception. Donc la mesure est hyper importante et d'une manière générale, je pense que c'est un des plus gros enjeux qu'on va avoir, parce qu'encore une fois, on est tous malins, on sait tous travailler avec des chiffres, en tout cas avec des euros aujourd'hui. On saura travailler avec des équivalents carbone demain, à partir du moment où on pourra avoir ces infos-là et à partir du moment où tout le monde va mesurer de la même manière. Je reprends la question qui a été posée tout à l'heure là, sur impact pro-perso. C'est à la fois une très bonne question et c'est vrai que j'ai jamais trouvé de littérature sur le sujet. Même si on voit dans ce qui a été montré tout à l'heure là, sur le rapport ADEME-ARCEP, on voit par exemple les télés, c'est plutôt perso. Il y en a beaucoup, les smartphones, c'est beaucoup perso aussi. Il y a les flottes d'entreprises ne représentent pas la majorité. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de se dire qu'à la fin, il y a toujours un utilisateur. Et typiquement, le smartphone, la vraie solution, c'est de ne pas avoir deux smartphones. C'est proche de l'évidence. On a vu les chiffres. C'est la fabrication des smartphones qui pollue le plus. Ce n'est pas leur usage. Donc juste, il ne faut pas avoir deux smartphones. On n'a pas encore trop prononcé le terme sobriété ici. Hier soir, on ne l'a pas prononcé beaucoup non plus. Je ne suis pas un activiste avec des pioches et des haches pour vous taper dessus, mais la sobriété, c'est l'axe qui va nous permettre de progresser sur un certain nombre d'aspects. J'ai envie de faire une anecdote aussi sur des choses qu'on a évoquées hier soir, sur par exemple de l'optimisation grâce à la digitalisation de tournées, de livraison. Bon, c'est super, on fait des choses très très intéressantes, on va pouvoir faire des tournées beaucoup plus rapides, peut-être avec des véhicules électriques, etc. Mais en fait, la vraie question, c'est pourquoi on se fait livrer en 4 heures, 24 heures, et pas pourquoi en 4 jours. Si vous faites livrer en 4 jours, vous économisez énormément d'énergie pour faire vos livraisons. Donc, les questions qu'il faut se poser, elles sont souvent plus en amont que la problématique à laquelle on a envie de s'attaquer. Bon, j'ai fait beaucoup de digressions. Donc tous nos sujets, toute l'entreprise, est intégrée dans cette transformation NR, les achats, la communication, les RH, tout le monde. Et on travaille aussi, donc là je viens de le dire, et on en avait parlé avant, évidemment sur les éco-gestes. Donc ça c'est au niveau du label, si vous voulez réfléchir à ça pour votre organisation, c'est une 50aine de sujets comme ça qui sont pris un à un, sur lesquels on réfléchit, on regarde où on en est, quelles actions on peut prendre pour progresser. Et si vous êtes en mouvement alors soit vous êtes super, soit vous êtes en mouvement sur un certain nombre de sujets avec des actions concrètes, vous obtiendrez le label sans grande difficulté. Après, le label vérifie quand même 18 mois après votre labellisation si vous avez avancé sur les différents sujets. Et sinon, vous le perdez. Sur l'aspect mesure, j'en ai déjà parlé. Donc, sur la mesure, nous, on a un certain nombre d'actions, donc à la fois en interne, c'est ce que vous voyez là sur l'écran avec les petites voitures, c'est-à-dire qu'on fait un effet miroir à nos collaborateurs pour leur dire, voilà, par exemple, votre usage de Office 365, c'est tant de CO2 émis, tant d'équivalents en voiture thermique, etc. Pour
pour s'éduquer aussi à ces équivalents carbone. Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on me parlait de kilos, de tonnes carbone, ça ne représentait absolument rien. On pouvait me dire grammes, kilos ou tonnes, je ne savais pas trop ce qui était bien, quoi, hein. Est-ce que c'était tonnes, kilogrammes? Bon, en fait, c'est que notre capacité à utiliser ces mesures qui vont nous permettre de se challenger. Et si je reviens sur l'aspect pro-perso, pour moi, à la fin, il y a toujours des personnes comme nous, hein, qui achètent des produits et des services. Et donc, pour ceux qui connaissent, notre objectif, qui paraît totalement inatteignable, de 2 tonnes, c'est celui-là qu'il faut challenger. Et c'est celui-là qu'il faudrait pouvoir challenger chacun avec sa consommation de produits, de services publics, de tout. Toutes nos dépenses, finalement, hein. Et pour pouvoir les challenger, il faudrait que chacun, donc dans l'ensemble de la chaîne de valeur, 2 minutes, soit capable de fournir ces informations jusqu'à l'achat final, jusqu'au service final. Donc ça, c'est très très complexe. Mais si on était capable de se challenger là-dessus, comme on parle de 2 tonnes, je ne sais pas, si on a 2 000 euros de salaire par mois, ben voilà, on sait qu'on peut dépenser 2 000 euros. Ben là, c'est pareil, on pourrait se challenger par rapport à ça. Donc on essaie de travailler sur les outils, des outils pour nos collaborateurs, et puis des outils par exemple pour les clients sur la partie data center. Donc on utilise à la fois les données de l'ADEME et puis des approches type Boa Vista pour, encore une fois, en se passant des informations qui ne sont pas fournies par les constructeurs, hein, c'est bien ça le problème, de faire une évaluation par rapport à la CPU, la RAM, etc., de l'impact d'un équipement, et pour pouvoir intégrer ça dans nos raisonnements et dans nos... Oh, c'est fini. Et dans nos choix d'éco-conception. On n'a pas parlé d'utile, utilisable, utilisé, mais je pense que s'il y a un truc à retenir dans l'éco-conception, c'est ça. Après, chacun son expertise par rapport à des choses plus ou moins compliquées. Mais en tout cas, voilà, est-ce que c'est utile de se faire livrer en 24 heures? Voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Et je crois que j'ai fini à peu près. On a un certain nombre de facteurs clés de succès que je vous laisse regarder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on est présent encore un petit peu. C'est juste une proposition par rapport aux échelles. Je pense que ça serait bien de ramener le CO2, que ce soit des grammes, des kilos ou de la tonne, à notre énergie physique à nous. Donc je rappelle qu'un kilo de pétrole, c'est 10 kWh, qu'on fait à peu près 2,3 fois plus de CO2 que de pétrole avec un litre de pétrole. Donc en gros, quand un kilogramme de CO2, c'est 43 heures de pédalage à fond. Plus qu'une personne, c'est 100 watts. Il faut pédaler pendant 43 heures pour faire un kilo de CO2. Je pense que ça marquera plus les gens. Très bonne idée. Et pour ça, il y a notre belle BD de notre ami Janco qui explique ça très bien et qui, à mon avis, devrait être lu par tout le monde, parce que ça permet vraiment, pendant toute la BD, ça permet de s'imprégner effectivement de ces ordres de grandeur qui sont très peu connus. Est-ce qu'on a des questions sur le chat? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai une question quand même. Alors ça n'a peut-être pas été totalement rappelé. L'enjeu, il est quand même majeur, et on ne parle pas d'innovation incrémentale, hein, de gagner 5 ou 10% tous les ans pendant les 10 années qui viennent. Hein. L'objectif, il est grosso modo sur la question des terminaux de multiplier par 2 la durée de vie des terminaux fixes et par 3 celle des terminaux portables. Hein. C'est ça dont on parle, hein, c'est de passer à 5 ans de durée de vie, grosso modo, pour tout ce qui est smartphone et ultra portable, tablette et ainsi de suite, et de passer à 10 ans de durée de vie pour tout ce qui est serveur et tour. Donc voilà, c'est pas, voilà, on n'est pas sur l'incrémentation. Donc comment vous projetez par rapport à des ruptures aussi importantes sur les questions en particulier de durée de vie, parce qu'on a parlé du cycle de vie, mais c'est bien la prolongement, comment vous traitez cette question de la prolongement de la durée de vie en particulier? Alors pour nous, c'est du pain béni, hein, parce qu'on est une boîte de service. On vend assez peu d'équipements. Donc tout ce qui va nous permettre finalement d'allonger la durée de vie des équipements, soit parce qu'on en fait un usage différent, le serveur qui
devait tourner très très vite pour telle application, il tourne un peu moins vite et il va quand même pouvoir tourner pour une autre application. Donc c'est du service, on change la destination d'un serveur. Sur les PC, oui, le challenge aujourd'hui qu'on propose à nos clients, c'est d'arrêter d'avoir des PC, d'autant plus s'ils sont en leasing sur 3 ans, mais de passer de 5 à 7 ans. Donc c'est un challenge qu'on prend avec les entreprises. Pourquoi on le prend avec eux? Parce que ça nécessite un gros changement de culture. Donc il faut changer la fierté de place en fait, et de se dire ma fierté c'est pas d'avoir le dernier MacBook qui vient de sortir, mais au contraire c'est d'avoir un PC qui a 6-7 ans et qui tourne toujours. Donc ça c'est un des gros changements de culture qui sont assez compliqués. Et après le pain béni qui est pas que pour nous, mais qui à mon avis, alors pour nous en termes de business, parce que ça fait du service en plus, allonger la durée de vie d'un PC. C'est le remasteriser, peut-être rajouter une barrette mémoire, etc. Donc c'est du service pour nous, SPICS, c'est super. C'est moins on tire moins l'industrie, la manufacture, donc c'est bon pour l'environnement. Et on crée des métiers qu'on ne fait pas tous chez nous autour de l'économie circulaire. Donc la réparation, le reconditionnement, il y a énormément d'entreprises qui grossissent en ce moment, voire qui se créent autour de cette économie circulaire de la réparation. Et ça, c'est de l'activité qu'on rapatrie en France, en fait. Du coup, on ne rapatrie pas de l'industrie de manufacture de devices, mais on rapatrie du service. Et je trouve que pour l'économie française, européenne, c'est très, très intéressant. Donc plutôt, on va dépenser de l'énergie et de l'argent plutôt à monter ces services, à réfléchir comment on va adresser tous ces challenges d'allongement de durée de vie des équipements versus acheter des équipements qui sont fabriqués à 99% à l'autre bout du monde. On peut aussi ajouter que la réglementation évolue. Les services publics abondent dans ce sens-là, notamment avec la loi AGEC. Donc on est confronté aujourd'hui à des consultations qui mentionnent des exigences nouvelles par rapport à la réduction de l'empreinte carbone des infrastructures, des services informatiques, des services numériques. Et donc ça fait avancer la machine. Donc ces réglementations, la loi AGEC, la loi REEN, qui sont des lois qui impactent la commande publique, mais qui impactera demain, j'imagine, le privé d'une manière ou d'une autre, sont extrêmement structurantes. Donc il faut s'en inspirer dès à présent. Vous avez sur le site web du gouvernement, vous avez une politique d'achat responsable, type extrêmement intéressant pour nous, les entreprises du secteur privé. On a de grosses sources d'inspiration aujourd'hui qui sont non suffisamment explorées par nos services internes. Et donc on a un enjeu de transformation aussi à ce niveau-là. Juste pour compléter au niveau un peu plus technique, donc déjà si on prend la base, le composant semi-conducteur, normalement lui il est designé pour durer 10 ans, donc ça devrait le faire. Cependant, il faut vérifier que les 10 ans ce soit avec la même jeunesse, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans il ait le même niveau de performance. Donc là, tous les ingénieurs fiabilistes vont avoir un gros boulot à faire pour apprendre à tester les composants et pouvoir dire quelle jeunesse il a au bout de 10 ans et travailler là-dessus. Après, au niveau de la circuiterie sur silicium ou des cartes microélectroniques, déjà, il va falloir travailler peut-être un peu de redondance. C'est-à-dire que quand il y a une connexion qui va lâcher, il va falloir pouvoir que la circuiterie prenne le relais par ailleurs. Ça existe, c'est faisable. Au niveau des cartes électroniques, ça va être un problème de coût. C'est-à-dire que vous savez qu'on tire toujours les prix, donc la connectique, elle va être juste designée pour durer, etc. Et que s'il y a un fil qui lâche, c'est pas grave, la garantie elle est passée, etc. Donc peut-être retravailler ça pour que ce soit beaucoup plus fiable en termes de connectique. Je pense que c'est là-dessus où ça va beaucoup jouer. Et après, au niveau du système, il va falloir se débrouiller pour que le système soit réparable. Et ça, c'est encore une autre paire de manches, parce qu'on sait très bien qu'il y a des générations de téléphones dont je n'en ai pas le nom, où on ne peut même pas changer la batterie. Voilà. Où il faut démonter tout le téléphone pour changer l'écran. Voilà. Donc ça, c'est des choses... en fait, de toute façon, tous ces fabricants-là, ils ont commencé à le comprendre. Donc de plus en plus, on peut commencer à réparer soi-même ses téléphones, etc. Donc tout ça, ça va participer à la durée de vie du produit. Et il va rester le problème de l'obsolescence, qui fait qu'on peut avoir un terminal super, mais il est incapable de supporter la dernière génération logicielle. Et ça va passer par des lois. Je pense que ça va passer par des lois, c'est déjà en route.
Donc voilà. Et moi, je pense que c'est bon. Il y a un modèle de société. C'est ce qu'on dit tout le temps. Celui qui a réussi actuellement, c'est celui qui a la plus grosse voiture et la Rolex, hein, le fameux avant 45 ans là. Maintenant, ben voilà, le modèle, il faudra que celui qui a réussi, il ait compris qu'il faut qu'il garde ses équipements le plus longtemps possible. Donc il y a une image, il y a un imaginaire à changer chez les jeunes. Et là, il y a beaucoup de sociologie à faire, je pense, là-dessus, parce qu'on en est loin, vraiment très loin. Quand on regarde un peu TikTok ou les influenceurs, on en est vraiment très loin. Et puis, il y a un modèle économique. Donc, le modèle économique actuellement, c'est quoi? C'est le PIB. Il faut vendre, il faut produire, il faut vendre, il faut produire. Donc, on essaye de faire changer, de faire racheter aux gens. Donc, ce qu'il va falloir, c'est peut-être aller vers ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Donc, à savoir que l'objet n'appartient plus au particulier, mais il appartient à l'entreprise. Et qu'elle ne vend plus un téléphone, mais un temps d'usage ou un temps de communication. Et à partir de là, l'entreprise aura beaucoup d'intérêt à faire durer son équipement le plus longtemps possible, parce que dans ses marges de coûts, c'est la fabrication qui va rentrer en priorité. Voilà, donc vous avez des entreprises comme Decathlon qui sont en train de mettre en test des locations de matériel plutôt que de la vente. Il y a des pesticides hein, qui vendent des productions à l'hectare plutôt que des kilos de pesticides vendus. Donc ils ont intérêt à avoir des choses bien plus raisonnées, etc. Donc c'est vers ces modèles-là qu'il va falloir passer. Voilà. Donc c'est autant au niveau technique qu'au niveau économique qu'au niveau sociétal. Voilà. Il y a du boulot à tous les étages. Ça me semble très bien pour conclure la table ronde. Si on est dans une économie de la frugalité, je ne vais quand même pas vous supprimer le repas, donc je vous invite à aller vous restaurer aussi. Et merci encore pour vos interventions.